Cette présentation se réfère à la section 1.2 dans votre manuel. C'est la première vidéo dans la section de biochimie cellulaire. Donc, nous allons voir tous les macromolécules, les 4 groupes de macromolécules qui sont les molécules avec une importance biologique. Nous avons déjà vu notre résultat d'apprentissage. Donc, je décris les innovations technologiques et les besoins de la société à l'aide de la structure et la fonction des macromolécules, les réactions biochimiques et les enzymes. Cette présentation va vous permettre de mieux comprendre la structure et la fonction des macromolécules. Nous allons bâtir sur d'autres sections ou d'autres parties du résultat d'apprentissage avant l'évaluation sommative. Donc, que signifie ce résultat d'apprentissage? Nous allons découvrir que la structure des 4 groupes de macromolécules, les glucides, les protéines, les lipides et les acides nucléiques. Nous allons ensuite étudier leur fonction au niveau cellulaire ainsi qu'au niveau de l'organisme. De plus, nous allons voir les réactions biochimiques importantes qui impliquent les enzymes et les macromolécules. Puis ces études vont finalement être placées dans le contexte des innovations scientifiques en médecine, comme nous avons déjà vu le test diagnostic à l'aide des radioisotopes, en industrie, qu'on pourrait voir par exemple dans la production de textiles, et en nutrition, qu'on va voir même aujourd'hui dans notre présentation avec les gras trans et les gras cis, ainsi que d'autres besoins de la société qui sont pertinents aujourd'hui. Donc, 99% de la masse de la cellule provient de lesquels 4 éléments? Donc, vous les connaissez déjà. On avait vu qu'il y avait 6 éléments importants, mais la masse, là, en majorité, on retrouve de l'hydrogène, de l'azote, le carbone et l'oxygène qui composent la masse de toutes les cellules de notre corps. Donc, ceci est juste un retour un peu sur la section 1.1. Donc, on a quelques hydrocarbures. Donc, c'est vrai que les atomes composés des macromolécules jouent un rôle important dans leur structure et leur fonction. Par contre, ce qui est encore plus important, c'est la disposition de ces éléments ou de ces atomes dans l'espace. Donc, la forme de la molécule leur permet d'accomplir leur fonction. Ceci est très vrai et très vrai aussi pour les enzymes. La forme de l'enzyme lui permet d'accomplir la fonction. Vous avez probablement déjà vu, comme exemple, la pepsine. Mais la pepsine, en conditions optimales avec un pH de 2, va avoir une forme particulière. Si on change le pH de sa solution, par exemple, la pepsine passe de l'estomac à l'intestin grêle, le pH devient beaucoup plus alcalin, donc le pH va être plus que 7. Mais ça veut dire que la pepsine va changer de forme à cause de cette condition-là et elle ne pourra plus catalyser les mêmes réactions. Elle va perdre sa fonction complètement. Donc, on a 4 groupes de macromolécules, on les a déjà nommés, les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Chez les glucides, on peut voir un sucre simple qu'on appelle un monosaccharide, donc mono pour 1. Les disaccharides, on retrouve 2 sucres simples liés ensemble, donc di pour signifier 2. Et chez les polysaccharides, poly représente ici plusieurs, on va voir de longues chaînes et des structures très complexes de sous-unités de sucre simple. Donc, dans un polysaccharide, par exemple, chez l'amidon, on va retrouver des sous-unités de glucose, mais des centaines de mille de sous-unités de glucose dans un polysaccharide. Les lipides, on peut aussi voir des sous-catégories de lipides. On va voir les triglycérides. Les triglycérides sont formés d'une molécule de glycérol et 3 molécules d'acide gras. On peut aussi voir les phospholipides qui composent les membranes cellulaires avec une tête polaire et une queue non polaire. Les stéroïdes, comme le cholestérol, qui est vraiment le précurseur de plusieurs hormones dans notre corps, ainsi que les cires. Chez les protéines, on va voir que toutes les protéines, même si c'est un groupe qui est très varié, toutes les protéines sont formées d'acides nucléiques, d'acides aminés. Lorsqu'on a plusieurs acides aminés reliés ensemble en longue chaîne, on appelle ceci un polypeptide. Le polypeptide lui-même n'a pas de fonction, mais un polypeptide qui se replie va ensuite assumer une forme à 3 dimensions qui va lui permettre d'accomplir une fonction.
Les acides nucléiques, on en a deux groupes. Nous avons l'ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, et nous avons les ARN, qui est l'acide ribonucléique. Il y a plusieurs types d'ARN, mais on va aborder tous les types d'acides ARN, des ARN dans l'unité de processus métabolique et dans l'unité de génétique moléculaire. Donc, on va juste faire un petit survol des acides nucléiques dans cette unité en biochimie. Bon, voici, on commence avec chacun des groupes de macromolécules, mais un à la fois. Les glucides. Donc, les glucides sont à la base de carbone, hydrogène, oxygène, mais on retrouve ceux-ci souvent dans la même proportion. Donc, on va retrouver un atome de carbone par rapport à 2 atomes d'hydrogène par rapport à 1 atome d'oxygène. Si on prend, par exemple, la formule qu'on connaît du glucose, du C6H12O6, il y a 2 fois plus d'hydrogène qu'il y a de carbone ou d'oxygène. On peut souvent représenter cette formule à l'aide de CH2O, puis à l'extérieur de la parenthèse, on met un petit n pour démontrer que ce rapport-là de 1 par rapport à 2 par rapport à 1 peut se répéter à plusieurs reprises. Donc ici, pour représenter le glucose, le petit n serait un 6, parce qu'on ferait à côté du C, on n'a aucun chiffre, donc on sous-entend qu'il y a un 1, donc on ferait 6 fois 1. Ensuite, pour l'hydrogène, on ferait 6 fois 2 qui serait 12. Ensuite, pour l'oxygène, il n'y a encore rien, donc on sous-entend qu'il y a un atome, et on fait 6 fois 1 qui fait 6, qui nous donne C6H12O6. Donc, les glucides fournissent de l'énergie à court terme. Ce sont souvent des molécules qui sont polaires et solubles dans l'eau. Comme on a déjà mentionné dans la diapo précédente, les monosaccharides sont composés de un sucre, comme le fructose, qui est un monosaccharide. Le galactose est aussi un monosaccharide. Les disaccharides sont composés de 2 sucres. Par exemple, un sous-unité de fructose et de glucose ensemble va former une molécule qu'on appelle saccharose, qui est un sucre, le sucre blanc qu'on met dans les biscuits, dans les gâteaux. Et les polysaccharides, qui sont de longues chaînes de sous-unités ou des molécules très complexes formées de monosaccharides. Donc, en voici 3 exemples de 3 monosaccharides. Nous avons le glucose, le galactose et le fructose. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'ils ont tous la même formule moléculaire, mais ne sont pas tous des molécules identiques. Le glucose et le galactose se ressemblent énormément, mais il y a des groupements fonctionnels qui sont différents. Donc, si on prend 2 molécules qui ont la même formule, mais des structures qui sont différentes, on peut dire que ces structures-là sont des isomères. Donc, même formule, structure différente. On peut voir les isomères de la formule C6H12O6. En solution, ils vont aussi former des molécules linéaires, puis ensuite, ils vont former des molécules cycliques. La plupart du temps, on va les voir sous forme de molécules cycliques, mais parfois, un petit pourcentage du temps, on va les voir sous forme de molécules linéaires. Ce que vous voyez en rouge dans les molécules linéaires, c'est ce qui est de différent entre les isomères. Donc, glucose et galactose, il y a seulement un groupement fonctionnel, un groupement hydroxyle, OH, sur carbone numéro 1, 2, 3, 4, qui est rattaché, donc le OH est rattaché au même carbone, mais qui est agencé différemment dans l'espace. Tandis que le fructose a la même formule que le galactose et le glucose, mais a vraiment des groupements fonctionnels différents. Donc, non seulement est-ce que les groupements fonctionnels ici sont différents, mais sont agencés ou sont attachés au carbone différentes. Donc, ce n'est pas juste une disposition différente, la structure est réellement différente. On peut distinguer les isomères. Les isomères structuraux sont 2 composés ou plus ayant les mêmes atomes, mais liés différemment. Donc, glucose et fructose ici, ainsi que galactose et fructose. Tandis que des stéréoisomères sont 2 composés ou plus dont les atomes sont liés de la même manière, mais disposés juste différemment dans l'espace. On avait vu que le glucose et le galactose, sur carbone numéro 4, avaient chacun un groupement hydroxyle, mais que le groupement hydroxyle était agencé différemment dans l'espace.
Lorsque deux monosaccharides se lient, ils vont former un disaccharide. La liaison qui est formée entre les deux la liaison qui est formée pour regrouper les deux monosaccharides s'appelle une liaison glycosidique. Donc, j'ai mentionné tantôt que le glucose et le fructose se lient ensemble et forment un disaccharide qu'on appelle saccharose, qui est le sucre blanc. Un autre exemple de disaccharide, on voit du galactose lié avec du glucose. Puis on peut voir ici, entre parenthèses, vous voyez le bêta-1,4. C'est pour démontrer qu'on a carbone numéro 1 chez le galactose rattaché au groupement fonctionnel du carbone numéro 4 chez le glucose. Donc, ce n'est pas nécessaire à ce niveau ici, dans le contexte de notre cours, de savoir comment identifier les types de liaisons, mais c'est quelque chose que vous allez faire plus tard. Il existe des enzymes qui sont précises, les enzymes qui sont capables de briser ces liaisons glycosidiques-là. Elles sont spécifiques à chacun des disaccharides. Vous allez aussi remarquer que chez le glucose, on va perdre ici un groupement OH et chez le fructose, on va perdre une molécule ou un atome d'hydrogène, qui veut dire que lorsqu'on a une condensation, lorsque deux monosaccharides se regroupent ensemble pour former un disaccharide, tu as aussi la formation d'une molécule d'eau. Donc là, on peut voir la liaison glycosidique entre le glucose et le fructose. Et on peut voir une deuxième liaison glycosidique ici entre le galactose et le glucose. Les polysaccharides sont des molécules, sont des grandes molécules. On voit juste une fraction ici dans les diagrammes, mais ce sont de très grandes molécules, souvent formées de sous-unités de glucose. Les sous-unités de glucose sont liées différemment. Par exemple, chez le cellulose, on va avoir un type de liaison. Chez l'amidon, on va avoir un type de liaison différente. Même chose chez le glycogène. Chez les animaux ont tendance à emmagasiner le glucose sous forme de glycogène. Puis, pas n'importe où dans le corps, mais suite après un repas, par exemple, ton pancréas va relâcher de l'insuline. L'insuline va circuler à l'intérieur de ton système circulatoire et va retirer le glucose, qui est super utile comme première source d'énergie pour les cellules, va retirer le glucose de ton sang et va l'emmagasiner sous forme de longues chaînes qu'on appelle le glycogène à l'intérieur du foie. Ça fait longtemps depuis que tu as mangé ou depuis ton dernier repas, ton corps va relâcher du glucagon, qui est l'hormone qui fait le travail opposé de l'insuline. Le glucagon va ensuite se retrouver dans ton foie et va relâcher les chaînes de glycogène pour rajouter du glucose dans le sang. Les plantes vont aussi se servir du glucose. Les plantes font aussi la respiration cellulaire, mais eux emmagasinent le glucose sous différentes formes. Ils vont emmagasiner le glucose sous forme de cellulose. On retrouve beaucoup de cellulose dans la paroi cellulaire. Le cellulose n'est pas un polysaccharide que les humains peuvent décomposer. Nous n'avons pas l'enzyme capable de décomposer ce polysaccharide, mais si on prend par exemple les bactéries qui vivent à l'intérieur des intestins des vaches, on voit que les vaches mangent souvent de l'herbe. L'herbe a une forte tenure en cellulose. Ces bactéries-là sont capables de produire l'enzyme qui décompose le cellulose, qui s'appelle la cellulase, et peut ensuite relâcher toute cette énergie-là dans le polysaccharide. La vache peut ensuite se servir des sous-unités de glucose qui sont relâchées dans le sang. Les plantes vont aussi emmagasiner le glucose sous forme d'amidon. Donc, le cellulose, lui, on le retrouve plutôt en longues fibres, forme comme genre des cordes flexibles, tandis que l'amidon ressemble un peu plus au glycogène. Donc, on a encore de longues chaînes, tandis que le glycogène a tendance à être un peu plus globulaire en forme. L'amidon va être emmagasinés, par exemple, à l'intérieur des vacuoles. On retrouve une forte concentration d'amidon chez les patates. Donc, pour le prochain groupe de macromolécules, nous avons les lipides. Donc, les lipides sont composés de plusieurs chaînes de carbone et d'hydrogène. Ces chaînes de carbone et d'hydrogène sont non polaires et hydrophobiques, donc ils ont tendance à être insolubles dans l'eau.
Les lipides sont aussi une réserve d'énergie pour les cellules. Elles contiennent environ 2 et 1/4 de fois plus d'énergie que les glucides si on compare. Si on compare la même masse, par exemple, 1 gramme de lipides versus 1 gramme de glucides, les lipides vont contenir à l'intérieur des liaisons chimiques 2,25 fois plus d'énergie que les glucides de la même masse. L'énergie contenue sont dans les liaisons covalentes qui se retrouvent dans les longues chaînes de carbone et d'hydrogène. Puis l'énergie, par contre, elle est moins accessible aux cellules. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les lipides sont une réserve d'énergie à long terme. La cellule va absorber beaucoup plus facilement des monosaccharides de glucose pour faire la respiration cellulaire que produire ensuite des enzymes pour décomposer et convertir les lipides pour ensuite s'en servir pour faire de la respiration cellulaire. Donc, les lipides sont très utiles. C'est une source d'énergie, mais une source d'énergie à long terme et le corps a tendance à les stocker. Les lipides sont très importants pour recouvrir et isoler les organes internes. Ceci va protéger contre le dommage des organes. Les lipides empêchent, on a une belle couche de lipides sous-cutanés en dessous de la peau. Elle empêche la perte de chaleur, donc elle agit comme une insulation. Elle fournit aussi les éléments nécessaires à la fabrication des membranes cellulaires. Donc, les phospholipides sont un type de lipides et ce sont eux en source principale qui composent les membranes cellulaires. Et chez les non-humains, on va voir que les lipides recouvrent aussi la fourrure, recouvrent les plumes pour s'assurer que les plumes demeurent hydrofuges, pour que ça permet un peu de flottabilité chez les canards, etc. Puis ça permet aussi de garder la fourrure, les plumes plus secs, qui permet de conserver chez l'animal la chaleur. On peut aussi voir, puis vous l'aviez vu l'an passé, la couche cireuse qui recouvre l'épiderme supérieur des feuilles. Cette couche cireuse va empêcher, par exemple, la déshydratation ou la surhydratation de l'eau, des feuilles de l'eau. Donc, elle va aussi, la cire ici, qui est une lipide, va aussi agir pour protéger les feuilles dans la végétation. Donc, on va retrouver en forme commune toutes les graisses, les huiles et les cires font tous partie du groupe de macromolécules qu'on appelle les lipides. Donc, si on regarde un premier sous-groupe des lipides, les triglycérides, un triglycéride que vous voyez à la droite ici, la plus grosse structure à la droite, le triglycéride est formé de 4 molécules. Une molécule de glycérol, qui est la petite molécule à 3 carbones ici, avec 3 groupements hydroxyle, en plus de 3 acides gras. La liaison entre les 3 acides gras, qui sont les longues chaînes de carbone, avec un groupement carboxylique à la fin, vont se regrouper avec le glycérol pour former un triglycéride. Donc, ce que vous voyez en bas à la gauche de votre écran, c'est un exemple d'acide gras. Puis on peut voir encerclé en rouge le groupement fonctionnel qui est ton acide carboxylique. Ton acide carboxylique et l'hydroxyde du glycérol se regroupent. C'est encore une réaction de condensation. Donc, tu vas former ici, tu vas regrouper un glycérol avec 3 acides gras qui va former à la fin un triglycéride et 3 molécules d'eau. Les groupements fonctionnels chez les acides gras, on les a déjà nommés, donc carboxyle ou acide carboxylique, donc COOH, et le glycérol qui contient de l'hydroxyde. On voit ici le résultat, la flèche rouge démontre le résultat entre la réaction. Puis on vient vraiment de former un nouveau groupement fonctionnel et une nouvelle liaison entre le glycérol et les acides gras qu'on appelle des liaisons esters. Il y a 3 nouvelles liaisons esters qui nous donnent une nouvelle caractéristique au triglycéride, donc une nouvelle fonction.
Il y a plusieurs types d'acides gras. Ce qui est important ici de distinguer sont les acides gras saturés des acides gras insaturés. Donc, le premier exemple en haut à la droite, c'est de l'acide palmitique. L'acide palmitique, c'est un exemple d'acide gras saturé. La chaîne de carbone contient le nombre maximal d'hydrogène. Donc, il est saturé d'hydrogène. Il n'y a aucune liaison double entre les atomes de carbone, qui fait que l'acide gras a une structure qui est droite, donc elle est très linéaire, comme une ligne droite, là, à 180 degrés. Tandis que l'acide linolénique, qui est l'acide directement en dessous de l'acide palminique, est un exemple d'acide gras insaturé. La chaîne ne contient pas le nombre maximal d'hydrogène. Il y a des doubles liaisons entre les atomes de carbone. La structure, en résultat de ceci, la structure n'est plus droite. C'est impossible de former une structure droite à 180 degrés si les atomes de carbone contiennent des doubles liaisons. La conséquence, donc ils ont des conséquences dans le corps humain en alimentation. Donc les gras saturés sont généralement solides à la température du corps. Pourquoi? Parce que les queues de carbone ici, de carbone hydraté, sont droites, qui veut dire que tous les acides gras peuvent s'entasser très très près l'un de l'autre. Donc, si les molécules sont plus proches, ils ont tendance à être plus solides. Donc, si on prend un exemple plus concret, le beurre. Le beurre est composé d'acides gras saturés. C'est aussi un aliment qui est associé aux maladies du cœur. Les acides gras insaturés sont normalement liquides à la température du corps, par exemple l'huile d'olive. Les acides gras qui sont polyinsaturés, comme les oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9, sont souvent associés à la réduction du risque de cardiopathie, donc des anomalies ou des problèmes de cœur. Donc, c'est quand même assez intéressant. Les acides gras sont essentiels. Il faut manger des acides gras. Mais on devrait favoriser les acides gras insaturés. Et encore plus que ça, on devrait favoriser les acides gras polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés que j'ai nommés, oméga 3, oméga 6, oméga 9, sont des acides gras essentiels. Tu dois les consommer. Ton corps ne peut pas les produire. Donc, tu dois les manger. Et d'après ces gras-là, ton corps peut produire d'autres acides gras qui sont nécessaires. Il y a quelques dizaines d'années passées, on a découvert quelque chose de nouveau en alimentation. On savait à ce point-là que les acides gras saturés étaient associés aux problèmes de cœur, aux maladies de cœur, tandis que les acides gras insaturés, ou plutôt polyinsaturés, permettaient de réduire le risque de problèmes cardiaques. Et donc, on a pris en laboratoire des huiles, l'huile d'olive, l'huile de canola, qui contient des acides gras insaturés. Puis, on l'a traité à un processus qu'on appelle l'hydrogénation des gras insaturés. On l'a produit à ce processus-là parce qu'on voulait se servir des acides gras insaturés à la place des acides gras saturés comme le beurre. Donc, on peut se servir ici de la margarine à place du beurre. L'hydrogénisation n'est pas seulement, ça n'a pas été conçu seulement comme une façon de réduire les troubles de maladies cardiaques, mais l'hydrogénation, c'est aussi un processus qu'on utilise pour conserver des aliments. Donc, vous allez voir, plus que les aliments ont été manipulés, plus que les aliments ont été traités, plus qu'on va retrouver des gras trans insaturés. Donc, qu'est-ce que le processus d'hydrogénation? On va rajouter des atomes d'hydrogène aux gras insaturés pour éliminer les doubles liaisons. Le problème, c'est que les doubles liaisons, parfois, vont se reformer spontanément. Mais ils vont se reformer dans une orientation trans au lieu de l'orientation naturelle, qui est une orientation cis. Donc, si vous regardez en haut à la droite, vous pouvez voir deux atomes de carbone à double liaison. La première exemple, liaison cis, lorsque les deux hydrogènes pointent du même côté de la molécule, on dit que c'est une double liaison cis.
Lorsqu'on a une double liaison carbone et nos deux groupements sont des côtés opposés de la molécule physiquement dans l'espace, on dit que cette liaison, elle est trans. Ce n'est pas une liaison, la liaison trans, ce n'est pas une liaison qui est naturelle, qui veut dire que le corps ne possède pas les enzymes qui sont capables de décomposer les liaisons dans la forme trans. Donc, si on ne les décompose pas, ces gras peuvent rester, peuvent s'accumuler dans le corps. Certains d'entre eux ont tellement peu de double liaison qu'ils sont plutôt solides à la température du corps. Et donc, tu vas avoir encore des problèmes cardiaques maintenant avec des acides gras qui étaient au début du processus, des acides gras insaturés ou même polyinsaturés qui étaient bons pour le corps. On a créé avec ceci des acides gras qui sont partiellement saturés, il y en a qui vont être saturés, et qui contiennent même des nouvelles orientations trans qui ne sont pas naturelles, dont le corps n'est pas capable de décomposer. Donc, ce que tu veux faire en regardant l'étiquette de valeur nutritive, c'est toujours d'éviter, donc tu peux vérifier dans la catégorie lipides, tu vas avoir une certaine quantité d'acides gras saturés, okay, c'est à juger. Le corps est capable de décomposer une quantité de gras saturés. Mais les gras trans, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun avantage biologique de consommer des gras trans. On peut voir en bas à la droite de votre écran deux exemples de ce qui arrive ici avec les molécules. Les gras trans, on peut voir les groupements d'hydrogène ici, ou les deux atomes d'hydrogène à côté de chacun des doubles liaisons de carbone sont sur deux côtés différents de la molécule, tandis que l'acide gras en dessous est un acide gras 6 qui est naturel, dont le corps possède l'enzyme et peut le décomposer. Donc, un autre sous-groupe de lipides sont les phospholipides. Les phospholipides ont des têtes phosphatées qui sont chargées, sont polaires et interagissent avec l'eau, donc sont hydrophiliques. Tandis que les queues ici, les deux queues de phospholipides, sont formées chacun d'acides gras. Parfois, les acides gras sont saturés, parfois les acides gras sont insaturés. Il y a une variété. Plus que les acides gras sont insaturés, plus que la membrane cellulaire, qui est composée de ces phospholipides, va être fluide. Plus que les acides gras sont saturés, moins que la membrane cellulaire va être fluide. Ce qui arrive lorsqu'on prend des phospholipides, puis on les place dans une solution polaire comme de l'eau, ils vont former, comme vous voyez dans le diagramme A, une micelle, donc une gouttelette de graisse. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Ils peuvent aussi former une bicouche, deux couches, bicouche de phospholipides. C'est ce qu'on retrouve dans les membranes cellulaires. Les stéroïdes sont aussi un sous-groupe de lipides. Les stéroïdes ont tous une structure commune, donc ils sont tous formés de 4 anneaux liés ensemble à base de carbone. Donc, on peut voir dans le premier diagramme ici les 4 anneaux de carbone. La fonction, donc ils ont toutes sortes de fonctions. Cholestérol, par exemple, compose des membranes cellulaires. Donc, on n'a pas seulement des phospholipides dans la membrane cellulaire, mais on a aussi du cholestérol. Mais le cholestérol va aussi avoir un effet sur la fluidité de la membrane. Le cholestérol est aussi un précurseur de plusieurs autres stéroïdes dans le corps, comme les hormones sexuelles. Un précurseur veut dire un peu comme les acides gras polyinsaturés oméga 3, 6, 9. C'est une molécule que le corps peut consommer et d'après cette molécule-là, peut produire toutes sortes d'autres molécules dans le corps. Donc ici, on peut consommer dans notre régime alimentaire du cholestérol et le corps peut se servir de ce cholestérol-là pour produire le testostérone et l'estrogène qu'on a besoin. Le testostérone est important pour régler les fonctions sexuelles, pour faire la fabrication ou participer à la fabrication des os, pour aussi participer à la fabrication de la masse musculaire. Et oui, les femmes et les hommes ont chacun du testostérone ou produisent chacun du testostérone à partir du cholestérol, mais on va voir une plus forte concentration de testostérone chez les mâles.
tandis que l'estrogène va régler aussi les fonctions sexuelles, mais a aussi un rôle dans le stockage de la graisse dans le corps. C'est pour ça qu'on va voir chez les femmes un pourcentage de gras corporel en moyenne qui est plus élevé que le pourcentage de gras corporel qu'on voit chez les mâles. Les protéines, donc c'est vraiment le groupe de macromolécules le plus varié en termes de structure, en termes de fonction à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de l'organisme aussi. Donc si on passe un peu quelques minutes sur les fonctions, vous savez déjà que les enzymes sont des protéines et que les enzymes sont capables de catalyser ou de déclencher, si vous voulez, les réactions chimiques. Les protéines vont aussi agir pour soutenir la structure, par exemple des fibres de protéines. Les ongles sont formés de fibres de protéines, hein, c'est une structure. Les os, les muscles sont tous formés, les ligaments, les tendons, tous formés de fibres de protéines. Le mouvement de l'organisme, nous avons déjà vu la contraction musculaire avec des protéines particulières hein, dans les muscles. Les protéines vont aussi régler les processus cellulaires. Par exemple, ce sont des protéines, ou plutôt ici des enzymes, qui sont aussi des protéines, qui vont régler l'expression génétique. Donc, ce ne sont pas tous tes gènes qui vont être exprimés tout le temps et en tout moment, mais les gènes sont exprimés à des moments particuliers dans la vie où ils vont être exprimés à cause de conditions environnementales, mais ce sont des protéines qui vont régler cette expression génétique au niveau cellulaire. Les protéines vont aussi assurer une immunité contre les maladies parce que les anticorps, par exemple, sont des protéines. Les protéines peuvent aussi transporter toutes sortes de substances à l'intérieur du corps. Donc, si on prend un exemple, les ions qui traversent la membrane cellulaire. Mais c'est important pour produire de l'ATP, qui est de l'énergie cellulaire. Ça prend un gradient d'ions d'hydrogène pour produire des ATP. Donc, ce mouvement des ions à travers une membrane cellulaire, ça prend une protéine afin que l'ion puisse passer à travers de la protéine, à travers de la membrane cellulaire pour se rendre de l'autre côté. Si on prend un autre exemple, par exemple, vous connaissez probablement l'hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine qu'on retrouve dans les érythrocytes, hein, dans les globules rouges, puis transporte de l'oxygène et du dioxyde de carbone à l'intérieur du système circulatoire et permet de l'échange gazeux. Les protéines jouent toutes sortes de rôles essentiels. On a quelques exemples, quelques autres exemples concrets. L'insuline, qui est à la fois une protéine et une hormone, permet de régler la glycémie, donc la concentration de sucre dans le sang. Hein. Suite à un repas, ton pancréas relâche de l'insuline pour réduire la glycémie, mais vraiment pour stocker le sucre, le glucose qui est libre dans le sang, sous forme de glycogène qu'on pourrait utiliser plus tard. L'hémoglobine, on vient d'en parler, la protéine qui est contenue dans les globules rouges, ou si tu veux les érythrocytes, qui transportent les gaz essentiels à la respiration cellulaire, comme l'oxygène et les déchets de la respiration cellulaire, le dioxyde de carbone. L'ATPase, qui est une enzyme, qui est une grosse protéine avec une fonction enzymatique qu'on retrouve dans les membranes internes des mitochondries. Puis c'est vraiment eux qui permettent de produire des molécules d'ATP, ce sont des molécules de haute énergie. C'est la raison pour laquelle on décompose du glucose, c'est pour produire des ATP à l'aide du gradient de concentration. Donc, ce sont des protéines qui vont agir comme des genres de pompes pour pomper des hydrogènes d'un côté de la membrane à l'autre côté. L'amylase, que vous connaissez déjà, hein, produite par les glandes salivaires dans la bouche, permet de décomposer de l'amidon. Donc, il fait l'hydrolyse de l'amidon. On prend un polysaccharide, puis on décompose ce polysaccharide-là en sous-unités de glucose. Donc, il faut rajouter une molécule d'eau maintenant dans la bouche. Donc, ça permet à la digestion de commencer tout de suite dans la bouche avant même de se rendre à l'estomac. Un autre exemple, le collagène. Vous avez probablement vu des annonces publicitaires pour vendre toutes sortes de crèmes de beauté. C'est le collagène qui est vraiment une fibre de protéine qui permet une élasticité de la peau. Donc, ça permet à la peau de s'étirer et ensuite reprendre sa structure comme un élastique le fait. Donc, la structure. Les protéines sont formées de quoi?
Chaque protéine est formée d'un acide aminé. Un acide aminé, si vous regardez en haut à la droite, vous allez voir un carbone central. À la droite de ceci, un groupement carboxylique, okay, COOH. À la gauche du carbone central, un groupement aminé. On va toujours voir un atome d'hydrogène rattaché à ce carbone central-là. Ensuite, vous allez parfois voir un R, comme vous voyez ici en bleu, qui représente radical. Puis si vous regardez aux polypeptines que vous voyez en bas, tout ce que vous voyez dans les cases bleues sont vraiment les R, les radicales. Donc, il existe 20 acides aminés différents dans tous les organismes vivants présents sur la planète Terre. Et ce sont ces 20 acides aminés différents qui sont en séquence de polypeptides. L'ordre de ceux-ci change, qui fait que tu as des protéines qui sont complètement différentes. Il existe des millions de protéines. Toutes les protéines, donc tous les acides aminés ici, sont liés ensemble. Donc, un acide aminé lié avec un autre acide aminé va former un dipeptide. La liaison, ce que vous voyez avec la flèche ici en bas sur le diagramme, il y a une flèche qui indique la liaison entre un atome de carbone et un atome d'azote. Cette flèche indique ici la liaison peptidique. C'est là la liaison chimique qui rejoint deux acides aminés ensemble. Donc, tu as plusieurs acides aminés, toutes rejoints un à l'autre par des liaisons peptidiques qui vont former une longue chaîne d'acides aminés qu'on appelle un polypeptide. Ce que tu vois, le R en bleu, ce sont les radicaux. Donc, ici, on a, par exemple, si vous regardez à la page 26 de votre manuel, à la figure 1.19, vous allez voir un radical qui contient ce groupement qu'on appelle valine. Chacun des radicaux représente un acide aminé ici qui est différent, sauf les deux. On peut voir les deux derniers sont identiques. Donc, allez explorer, pendant que vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais allez explorer les 20 différents acides aminés qui composent toutes les protéines. Une chaîne polypeptide compose sa structure primaire. Okay? C'est la structure primaire d'une protéine. Cette chaîne de polypeptides va ensuite former une structure secondaire qui va être soit une feuille bêta ou un hélice alpha. Puis ceci va être déterminé à l'aide des radicaux qui composent le polypeptide. Donc, dépendant des radicaux, c'est ce qui va déterminer si on va avoir une feuille bêta ou un hélice alpha. Vous voyez, les lignes pointillées représentent les liaisons hydrogènes qui maintiennent, des faibles liaisons qui maintiennent cette structure secondaire. La feuille bêta et l'hélice alpha vont ensuite se replier de nouveau, puis vont faire une forme glomérulaire, qui est comme un globe à 3 dimensions. Et la protéine peut être complète à cette étape en structure tertiaire. C'est possible que ce soit la forme finale de la protéine. Mais il y a des protéines, par exemple l'hémoglobine, qui sont formées de 2 chaînes formées de 4 sous-unités, puis 2 de ces 4, ce sont des paires de chaînes de polypeptides identiques qui se regroupent ensemble pour former la structure quaternaire de la protéine qui est fonctionnelle. Une sous-unité d'hémoglobine en structure tertiaire ne serait pas fonctionnelle. Certaines protéines sont fonctionnelles en structure tertiaire, donc formées d'une seule chaîne de polypeptides. D'autres protéines sont seulement fonctionnelles une fois qu'elles sont en structure tertiaire. Une fois qu'elles sont en structure quaternaire, parce qu'ils doivent être composés de plus qu'une sorte de polypeptide ou plus qu'une même chaîne d'un polypeptide. La dernière catégorie des macromolécules sont les acides nucléiques, donc l'ADN et l'ARN. Fonction générale, donc ce sont les molécules qui contiennent tout le bagage génétique de l'organisme, donc toutes les informations génétiques de l'organisme. Ce sont les acides nucléiques qui assurent la croissance au bon moment de l'organisme, donc la croissance structurée, et permet aussi la production des protéines. Tous les acides nucléiques sont formés de nucléotides. Le premier nucléotide que vous voyez à la gauche de l'écran, c'est un nucléotide d'adénine et c'est l'adénine qu'on retrouve chez l'ADN.
Parce que si on regarde, on a un groupement phosphaté, qui est le groupement chargé, ici, c'est un groupement fonctionnel. Ensuite, on a un sucre, qui est le désoxyribose. Sur carbone numéro 2, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de groupement OH. Il n'y a pas de groupement hydroxyle. C'est pour ça qu'on l'appelle de l'acide D, désoxygéné, désoxyribonucléique. Rattaché au sucre, on va voir une base azotée qui est un cycle de 2 carbones avec des azotes. Si vous regardez à la droite de votre écran, vous allez voir de l'adénine qui est un nucléotide semblable avec un groupement fonctionnel de différent. Donc, c'est l'adénine qu'on retrouve chez la molécule de ARN, qui est de l'acide ribonucléique. Regardez, carbone numéro 2 dans le sucre, dans le ribose, qui n'est pas un désoxyribose, parce que lui a son groupement fonctionnel hydroxyle. Sur le carbone numéro 2, on a un groupement OH. Donc, c'est vraiment la seule différence entre les nucléotides de l'ADN et l'ARN. Donc, l'ADN désoxy, lui, manque un groupement OH dans le sucre, tandis que l'ARN, c'est un acide ribonucléique. Il y a tous ces groupements OH. Bon, mes cercles sont vraiment à la bonne place. Chez les acides nucléiques, dans le groupe des ARN, on va les voir plus en détail, mais juste pour vous démontrer généralement. Tu vas avoir des ARNT, qui sont des ARN de transfert, qui ont comme ce genre de forme de T. Ce sont les ARN qui s'en vont chercher les sous-unités de protéines pour aider à bâtir les protéines. Ensuite, un genre de forme de gros genre de champignon. Ce champignon-là, c'est une protéine avec des ARNR qui sont vraiment les ribosomes. Vous avez vu en 8e année tous les organettes cellulaires. Vous avez vu des picots dans la cellule. Tous ces picots-là étaient des ribosomes. Ces ribosomes sont responsables à la fabrication des protéines. Puis la longue chaîne est le ARNM, ce que vous voyez en bleu, rouge, violet, orange. Le ARNM, c'est un ARN messager. Donc ça, c'est vraiment une copie de l'ADN qui provient du noyau. Donc l'ADN reste dans le noyau, c'est comme la copie protégée dans un environnement très stable, tandis que les protéines les enzymes vont faire une genre de photocopie, quasi n'est pas identique, mais elle est un peu modifiée. Ensuite, va exporter cette copie-là, le ARNM, qui est la copie, dans le cytoplasme. C'est là où que la fabrication des protéines va débuter. Donc, cette présentation était beaucoup plus que 20 minutes. Je suis désolée, mais vous pouvez prendre plus qu'une soirée pour l'écouter si c'est nécessaire. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est de regarder, il y a toutes sortes d'exemples concrets à la page 30. Regardez le tableau 1.2. S'il y a quelque chose que tu as moins bien compris, il y a toutes sortes d'exemples qui sont présents dans ce tableau que je n'ai pas nécessairement utilisé dans la présentation. Donc, allez essayer de voir si vous êtes capable de repérer au moins un exemple concret pour chaque sous-catégorie de macromolécules. Donc, un exemple, par exemple, de phospholipides, un exemple de polysaccharides, un exemple de stéroïdes, etc. Ensuite, nous allons faire comme nous avons fait en salle de classe. Vous allez voir les questions à la page 31, donc les questions 1 à 12 à la page 31. Allez cibler les questions qui sont plus problématiques, qui sont plus difficiles, et on peut les répondre ensemble en salle de classe. À la prochaine!